Nous avons 3 sujets qui sont là. On va Aigle Royal, comment tu vas? On va exploiter les 3 sujets qui sont les suivants. M. Alassane Ouattara doit voyager aujourd'hui, pardon, demain pour la France. Bon, vous savez qu'à son âge aujourd'hui, il a obligatoirement, Victoire, ma petite soeur, il a des problèmes au niveau sanitaire. On va lire ensemble, hein. C'est une information qui est publique. Donc on va lire ensemble, vous et moi. C'est parti. C'est parti. Le journal, c'est la lettre du continent. Lettre du continent, actuellement Africa Intelligence. Alassane Ouattara en séjour privé en France. Je vais vous mettre ici l'article qui est là. Voilà. Je vais vous mettre l'article pour qu'on soit au même niveau d'information. Voilà. Voilà, c'est ça qui est là. L'article est là, c'est public. Donc, comme c'est public, on va mettre ça ici. Voilà. Voilà, c'est là. Alassane Ouattara en séjour privé en France. C'est là. On va lire ensemble, c'est important. Le président ivoirien Alassane Ouattara a prévu de s'envoler pour la France le 18 mars, à l'issue du traditionnel conseil des ministres. Il doit séjourner plusieurs jours dans sa résidence secondaire de Mougins, dans le sud du pays. Il s'agira du 3e déplacement privé du chef de l'État ivoirien dans l'Hexagone depuis le mois de janvier. Il avait déjà passé plusieurs jours à la mi-février dans cette même propriété de Mougins. Aucun entretien officiel n'est toutefois prévu, cette fois-ci avec son homologue français Emmanuel Macron. Les 2 hommes se sont déjà rencontrés le 24 février lors d'un dîner à Paris. Il avait notamment évoqué la situation économique délicate du Sénégal, dont la dette atteint près de 132% du PIB, produit intérieur brut. Et alors que Dakar refuse jusqu'à présent d'engager une restructuration avec le Fonds monétaire international. Lors de ses passages à Paris, Alassane Ouattara a par ailleurs l'habitude de s'entretenir avec son ami de longue date. Attendez, son ami de longue date, voilà. Son ami de longue date. Lors de son passage à Paris, Alassane Ouattara a par ailleurs l'habitude de s'entretenir avec son ami de longue date, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012. Ce dernier est actuellement jugé en appel depuis le 16 mars dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Bon, Sarkozy n'est pas un exemple. Sarkozy n'est pas un exemple parce que vous le voyez, hein, Sarkozy d'ailleurs, il va purger une peine de 6 mois de prison ferme. Façon Mebo, comment tu vas? Président Dina, comment tu vas? Marikam, comment tu vas? Il va purger une peine de 6 mois de prison ferme. Sarkozy, je l'ai dit, c'est pas un exemple. C'est l'ami intime de M. Alassane Ouattara. Donc M. Ouattara sera en France ici à partir de demain sur le journal Africa Intelligence. C'est un voyage privé. Et naturellement, M. Ouattara, il vient pour voir ses médecins. Voilà, ses médecins. C'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Nous dénonçons encore une fois de plus. Parce que M. Ouattara ne peut pas laisser les hôpitaux de Côte d'Ivoire pour venir se faire soigner en France. Parce que nous avons un plateau technique en Côte d'Ivoire qui est réalisant, qui est exemplaire et qui est conseillé. Mais on ne peut pas demander aux populations d'aller dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire et puis toi, venir te faire soigner en Europe. Ce n'est pas normal. Voilà, nous on n'est pas d'accord avec ça. C'est comme on le dit chez nous, hein. Comment dirais-je, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc nous dénonçons encore une fois de plus, on ne peut pas laisser nos patients s'étrangler dans les hôpitaux qui sont sous perfusion et venir se faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly. Nous dénonçons ça. Même les prises de sang, vous ne verrez jamais. Ma mère, Caroline, tout mes respects, vous ne verrez jamais les pontes du régime Ouattara, que ce soit même les familles, aller se faire soigner dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos hôpitaux pour qu'eux puissent refuser d'y aller? Et pendant ce temps, on conseille aux contemporains d'aller dans ces hôpitaux-là. Je pense qu'il faut se poser la question. Après avoir dit ça, la deuxième information que je vais partager avec vous, c'est celle du cacao en Côte d'Ivoire. Et on vient d'apprendre, je viens de voir cette nouvelle-là. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer la photo. Les modérateurs, faites votre travail. Voilà, voilà. Regardez ici. Voilà, la deuxième nouvelle, c'est celle-là. Les modérateurs, il faut bloquer ce gars-là. Il est en train de m'emmerder là. Voilà, il y a le... Voilà. Voilà, regardez cette image-là. Voilà. Ça, c'est un sujet très lourd que je vais exploiter dès maintenant. C'est un sujet lourd que je vais exploiter dès maintenant. Un sujet très lourd. Voilà. Et je pense que... Voilà, c'est parti. Donc, restez concentrés. C'est un sujet lourd. Je vais le laisser en dernière position, mais je pense que ce sujet mérite d'être exploité maintenant.
L'image que vous voyez là, c'est Bruno Nabane Kone, qui est le gendre de M. Alassane Dramane Ouattara. Il a marié Massere Touré, celle qui est la secrétaire générale de la présidence. C'est lui qui l'a marié. Donc, il est le gendre de M. Ouattara. Il y a un problème. Pendant que nos paysans tirent les diables par la queue, pendant que le paysan ivoirien se combat avec le diable pour le terrasser à cause de la misère, pendant que les paysans sont appauvris, pendant que la situation est chaotique et délétère au niveau du paiement des fèves de cacao, mais il y a un problème. C'est que la famille Ouattara s'enrichit. Je vais vous prouver ici que la famille Alassane Ouattara, c'est eux qui s'enrichissent. À travers son fils qu'on appelle Loïc Folorou. On ne parle pas beaucoup de lui, hein, mais dans le secteur du cacao, il y a un monsieur qui passe inaperçu, Loïc Folorou. Et il y a eu ça en 2011. Entre 2011 et 2012, les spéculations. Mais Folorou s'est vachement et sauvagement enrichi. Vous allez voir ici un reportage que je vous fais écouter. Folorou, c'est le fils de Mme Dominique Ouattara. Je précise encore une fois de plus. Mais Alassane Ouattara a des enfants. Ces enfants, pour ceux qui ne font pas de la politique, je n'en ai qu'une. En l'occurrence, Fanta Catherine Ouattara, qui ne fait pas de la politique, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas à la toucher. Nonobstant, il y a un monsieur qu'on appelle Loïc Folorou, qui est dans le domaine du cacao. Il faut qu'on se pose les vraies questions. On va ici l'interroger, on va ici l'appeler, on va ici le convoquer. Parce que pendant que les paysans sont en train de souffrir, M. Loïc Folorou et sa bande sont en train de s'enrichir. On ne peut pas accepter qu'au Cameroun, en Guinée-Conakry à côté, la Guinée n'est pas producteur de cacao au même titre que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de la Guinée-Conakry. La Guinée de Sékou Touré, la Guinée du président Mamadi Doumbia. Cette Guinée-là ne produit pas le cacao comme la Côte d'Ivoire. Mais les paysans ivoiriens préfèrent aller vendre le cacao en Guinée. Bon, imaginez-vous un petit peu. Les paysans ivoiriens préfèrent aller vendre le cacao en Guinée. Et puis ils laissent la Côte d'Ivoire. Ils préfèrent aller vendre le cacao au Ghana. Et pendant que les paysans camerounais se frottent les mains, les paysans ivoiriens, n'est-ce pas, n'ont que des mouchoirs pour essuyer les larmes. Comment on peut ici venir décorer Bruno Nabane Kone? Qu'est-ce qu'il a fait de méritant pour qu'on puisse le décorer aujourd'hui? Mais il y a un problème. Parce que M. Bruno Nabane Kone, il est le genre d'Alassane Ouattara. Ou bien qu'est-ce qu'il a fait de prospère? Qu'est-ce qu'il a fait de factuel? Qu'est-ce qu'il a fait de concret dans le domaine de l'agriculture pour qu'on puisse ici venir le célébrer? On va ici voir la photo ensemble. Regardez ici. Ça, c'est un foutage de gueule. Voilà. On met ça comme ça. Qu'est-ce qui est écrit ici? On nous dit que décoration du président du conseil régional de l'ordre du mérite agricole. Bruno Nabane Kone sera il a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite agricole. Mardi 15 mars 2026 à 15 h. Mais donc, sérieusement, de vous à moi, qu'est-ce que M. Bruno Nabane Kone a fait pour qu'on puisse le décorer? Moi, je veux savoir. Pendant que, c'est-à-dire qu'il n'en a plus de la situation que les paysans traversent en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, les petits copains, les petits amis, ils s'invitent comme ça au ministère et puis on va décorer Nabane Kone. Mais il y a un problème. Pardon. Il y a un problème. Il y a un problème. Bruno Nabane Kone là, je pose la question ici. Qu'est-ce que Nabane Kone a fait pour qu'on puisse le décorer? Ah, Nabane Kone a fait chuter le prix du cacao de 2500, 2800 à 1500. Là, on peut applaudir. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je veux savoir. Bon, si on avait peut-être décoré à Djoumani, on pourrait dire, ok, on a compris. Parce qu'il a quand même duré à ce poste-là. Mais on va décorer Bruno Nabane Kone qui vient fraîchement d'être nommé. Merci beaucoup, Katia, à 1200 francs CFA. À 1200. Est-ce que ça, ce n'est pas une injure caractérisée? Est-ce que ce n'est pas une moquerie vis-à-vis de la souffrance des paysans? De 2800 à 1200. Weiner. Imaginez-vous, de 2200 de 2800 à 1200. Mais frères et sœurs, la situation qui prévoit en Côte d'Ivoire là, mais est-ce que vous êtes au parfum de ça? On va écouter les paysans. Pendant que les paysans là, ils font des vidéos
pour vraiment interpeller les Ivoiriens, pour dire que la situation ne va pas là. C'est à ce moment-là que le ministère organise une cérémonie pompeusement, et puis à coup de millions, pour venir décorer quelqu'un. Moi, je ne comprends pas. On va essayer d'écouter la vidéo des paysans. Partagez et invitez vos amis. On va essayer de convoquer les paysans ivoiriens qui vont ici qui vont vous parler. Des paysans même qui sont aux limites, qui sont à la limite, n'est-ce pas, du suicide. Je le dis encore, les paysans qui sont à la limite, n'est-ce pas, de ces gars. On va essayer d'écouter la vidéo qui est importante. C'est parti. Partagez et invitez vos amis. La vidéo elle est là. On écoute. Mon frère, il faut parler. Écoutez. C'est ça le rôle fondamental d'un gouvernement. Oui. On vous confie la chose publique pour qu'on puisse poser des paroles dans le sens. Écoutez, voici un paysan ivoirien qui est là. Vous le voyez, non? Un paysan ivoirien. C'est quand même triste. On dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Le succès de ce pays, si on connaît la Côte d'Ivoire là, c'est à cause du café et du cacao. Mais aujourd'hui là, les paysans ne sont plus respectés. Ils ne sont plus considérés. Pendant que les paysans, c'est comme en France ici, on dit qu'il y a une épidémie. L'épidémie, n'est-ce pas, de choléra en France, un exemple. Et pendant ce temps, le ministre, pendant que la pandémie bat son plein, l'épidémie bat son plein, c'est en ce moment que le ministre là va organiser une cérémonie pour se faire décorer. Mais immédiatement, les Français vont s'indigner. Ils vont demander la démission du ministre. Mais de quoi parle l'auteur? Moi, ici en France, on dit en France, il y a coronavirus. Il n'y a pas de masques. Les masques manquaient en France. Mais Richard Ferrand, le ministre, il n'y a pas que c'est Ferrand. C'est Richard Ferrand, si je ne me trompe pas. C'est Richard Ferrand, si je ne me trompe pas. Qui était ministre de la Santé. Mais à cause des masques là, mais ils ont été traduits au tribunal. Les Français ont dénoncé le manque de masques en France. C'est devenu un tollé en France ici. Ils se sont expliqués. Il y a eu une commission parlementaire. Ils ont été convoqués à l'Assemblée nationale française pour venir s'expliquer devant le peuple français. Mais pendant qu'aujourd'hui, les acheteurs de cacao s'en mettent plein les poches, pendant qu'ils font de la spéculation, pendant que c'est en 2800, ils ne payent pas, et c'est à 1200, ils accourent pour aller acheter, parce qu'il y a eu une promesse électoraliste. Les paysans de Côte d'Ivoire, c'est le lieu ici de vous interpeller aussi également. Parce que quand on parle au chien, il faut parler à l'os. C'est vous qui avez cotisé 20 millions pour donner à M. Ouattara pour être candidat. Certains paysans de Côte d'Ivoire, une association, une branche, vous avez cotisé 20 millions de francs CFA pour demander à M. Ouattara d'être candidat. Mais aujourd'hui là, est-ce que vous voyez que ceux même pour qui, ceux que vous avez cotisé 20 millions pour eux là, leurs partisans là, est-ce que vous les voyez faire des vidéos pour vous soutenir? Mais comme nous, on sait que quelque chose alpha, si nous on vient également au pouvoir, on sera obligé de travailler avec vous. Donc on ne peut pas aujourd'hui vous moquer, vous narguer, vous insulter. Voilà pourquoi je suis obligé de sortir et vous défendre. Quel que soit là que vous avez posé, mais même si on doit vous dire non, ce que vous posez comme acte n'est pas bon, on ne peut pas se réjouir de votre situation. Parce que vous êtes le sous-bassement. Vous êtes l'espoir de ce pays-là. C'est vous qui avez rehaussé l'image de ce pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est dit, et il est connu, il est su, que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, même si on peut vous reprocher des choses, on ne peut pas quand même vous calomnier, vous insulter, vous dénigrer, vous rabaisser. Et donc, je ne le ferai pas. Je ne verserai pas là-bas. Par contre, on va revenir sur le sujet. Quand ici en France, quand il y a une situation qui ne va pas, mais il y a une commission parlementaire, vous allez voir ici que le régime de M. Ouattara joue avec les paysans. Et qui s'enrichit? C'est le fils d'Alassane Ouattara. C'est la boîte à Majaro qui s'enrichit. Je répète encore, vous allez voir les spéculations. Comme Alassane Ouattara, depuis son poste de président, là, il favorise son enfant au détriment des paysans. Vous allez écouter des médias français. Des médias français. Monsieur Alassane Ouattara, il est président. Mais il favorise son fils pour faire des spéculations et pour s'enrichir. Mais pendant qu'il y a des spéculations, eux, ils payent des tonnages à vil prix. Ils stockent. Et quand le coût monte,
Ils ont des milliards et des milliards de francs CFA. Ils paient pratiquement un exemple à 1200. Disons 800 francs. 800 francs la fève. Comment dire, le kilo de cacao. Mais Alassane Ouattara en 2000, je pense que c'était en 2015. Je ne sais pas encore. Il faut que je sois bien situé. Mais il y a de cela quelques temps. Il y a de cela 8 à 9 ans. M. Ouattara avait demandé, avait stoppé l'exportation du cacao. Le coût a grimpé d'un coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? M. Ouattara avait favorisé la société de son fils. Tout à l'heure, on va écouter ici. Mais les paysans, quand les prix chutent, les paysans pleurent. Quand les prix augmentent, les paysans pleurent. Parce que dans tout ça là, les paysans ivoiriens ne gagnent pas. Mais pendant ce temps, les paysans ghanéens vivent bien. Pendant ce temps, les paysans camerounais vivent bien. Mais les seuls paysans en Afrique là qui souffrent dans le domaine du cacao, c'est les paysans ivoiriens. Et donc, on va essayer d'écouter une vidéo qui est importante. Cette vidéo là, loin des buzz, on va écouter ça. Écoutez les frères et sœurs. De mettre tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens, c'est ça le rôle fondamental d'un gouvernement. Partagez. On vous confie la chose publique, oui, pour qu'on puisse poser des paroles dans le sens de mettre tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens à l'aise. Oui. Une distribution équitable des ressources de notre pays. Mais malheureusement, 60%, je dis bien 60% de la population se sent oubliée. Voilà. Et c'est pas normal. Vraiment, ce matin, je suis un peu peiné. Je suis peiné par solidarité. La vidéo que je fais ce matin, c'est pas par égoïsme, mais c'est par solidarité. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu dois partager sa peine. J'ai accompagné mon oncle ce matin vendre sa production de cacao. Et quand on l'a pesé, il a eu 500 kilos. Il a eu 500 kilos. Le prix du cacao était fixé à 2800 quand il a produit ce cacao-là. Et les 500 kilos multipliés par 2800, ça fait 1 400 000. Écoutez, 1 400 000. Oui. Mais au lieu d'1 400 000, mon oncle a reçu ce matin 600 000. Et c'est en pleurant qu'il est allé au champ. En pleurant qu'il a pris la direction du champ. Il est suivi, parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un qui perd plus de la moitié de son salaire, oui, est capable de tout. Et mon oncle n'est pas le seul dans ce cas. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour interpeller ceux qui soutiennent Mordicus, les actions qui sont menées contre cette fin de la population. Oui. Dans la vie, on ne doit pas être heureux seul. On ne doit pas vivre pour dire que comme moi je ne suis pas concerné, ce n'est pas mon problème. Le RDL. Et qui touche à l'autre devrait te toucher. Oui. Comme mon oncle. C'est plus, ou bien environ 60% de la population ivoirienne qui est dans ce cas-là. Et moi, je ne peux pas me taire. J'ai dit quoi ça s'appelle là? De la trahison. J'ai dit 2800, on produit à 2800. On ne paye pas. Et le lendemain, on dit c'est 1200, en même temps on paye. Ceux qui ont produit à 2800, venez acheter à 2800 d'abord, et puis attendez, la produit de cacao, il n'y a rien dessus. Le prix de 1200 là, pour 1200 n'est même pas encore sorti. Donc vous achetez à 1200 là, c'est pourquoi? C'est ce que vous deviez acheter à 2800 que vous achetez à 1200. Et ça c'est injuste. Écoutez bien. Moi j'ai dit qu'on appelle ça de la trahison, et c'est pas normal. C'est pas normal et ça doit se dénoncer. Ça doit se dénoncer. Il faut que le gouvernement prenne des mesures pour protéger la population. C'est ça le rôle fondamental d'un gouvernement. On vous confie la chose publique pour qu'on puisse poser des paroles dans le sens de mettre tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens à l'aise. Une distribution équitable des ressources de notre pays. Mais malheureusement, 60%, je dis bien 60% de la population se sent oubliée. Et c'est pas normal. C'est pas insulter le gouvernement. C'est rappeler au gouvernement son devoir régalien. Poser des paroles dans le sens de favoriser tous les Ivoiriens. Il faut que tous les Ivoiriens profitent de la croissance dont on parle tant. Le pays a évolué, ça va. Le pays est émergent, ça va, on est d'accord. Mais sincèrement, aucun individu ne peut accepter de perdre une réduction de son salaire à plus de 50%. C'est pourquoi je suis venu ce matin dans le champ. Je suis allé chercher mon oncle. Je ne l'ai pas encore vu. Parce que quelqu'un qui perd plus de la moitié de son salaire est capable de tout. Vraiment, il faut que ça cesse. Merci et que Dieu nous aide. La situation, elle est délétère. Elle est cataclysmique, pour ne pas dire elle est chaotique. Elle est dramatique. Partagez cette vidéo. Parce que voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et d'aucuns ne veulent pas que vous parlez. J'ai dit, voici ce qui se passe. D'ailleurs même là, rappelez-moi, parce qu'il y a une vidéo également sur les Ivoiriens qui sont ici en France là, l'immigration. Ils viennent de voter une loi très dure. Une loi très dure au Parlement européen
il faut me prévenir, il faut me rappeler. Quand je vais vouloir terminer, il faut me rappeler pour que je puisse vous faire écouter la vidéo. Parce que c'est grave. C'est grave. Maintenant, quand ils vont arrêter les gens là, ils ne seront pas arrêtés, ils ne seront pas dans les centres de détention ici en France. On va les envoyer dans un pays hors de l'Union européenne. Ça a été voté au Parlement européen la semaine dernière. Pour envoyer un message à nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Ah bon, vous n'êtes pas informé. Bon, permettez-moi de faire une digression. Je vais vous faire écouter ça rapidement. Pour qu'on soit au même niveau d'information. C'est bon, on peut partir. Mais je peux oublier. On va revenir sur le dossier du cacao. Puisque c'est un dossier. Quand on parle, ils disent que non, on n'aime pas M. Ouattara. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec un amour supposé d'avec M. Ouattara ou bien une haine de M. Ouattara. On va essayer d'écouter rapidement. On va écouter. Écoutez ensemble. Vous avez vu la police migratoire ICE aux États-Unis? Malheureusement, le Parlement européen va essayer de faire pareil. Bonjour, je suis maître Jonas Cerisier, avocat au barreau de Paris. Vous le savez, chez Exil. Il est là. C'est maître. Son TikTok est là. Hein. Il est là. Voilà. Je viens de faire un podcast sur ça en journée là. Mais les gens là, comme on le dit souvent, on montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Alors que souvent là, il y a un problème. Tu peux ne pas aimer sous le de Paris. Mais l'information que j'apporte là, ça peut te sauver. Parce qu'on ignore les lois. On doit se mettre à jour. Ce n'est pas bon. Ils ont voté la loi, c'est déjà passé. La loi a été déjà votée au Parlement européen. Alors que le Parlement européen, c'est l'entité suprême. Il y a un monsieur qui était un Serbe. Si ma mémoire est bonne, qui était un Serbe. Il allait, je pense que dans les pays là-bas, on ne reconnaît pas les transgenres. Il allait se faire quoi? Il allait se faire opérer dans un autre pays de l'Union européenne. Il est rentré dans son pays. Il a voulu se faire reconnaître, ils ont refusé. Il a saisi le Parlement européen, la Cour européenne de justice. Elle lui a donné raison. Et la Cour a demandé qu'on puisse reconnaître son identité maintenant, qui n'est plus homme, il est femme. Donc, ce que j'ai dit là, tu peux ne pas m'aimer, mais ça peut t'apporter, pour tes frères et sœurs qui sont en Europe, qui sont partout en Europe, c'est bon d'informer. Parce qu'il y en a qui vont mettre leur vie en danger, d'autres vont mourir cadeau. Ils vont venir ici en Europe, ils vont les prendre pour les envoyer ailleurs. Ce qui s'est passé avec Ice là, c'est la même chose. Voici le maître qui est là. Il est là, maître est là. Voilà, son TikTok c'est Urgence OQTF. Si vous voulez voir la vidéo plus tard, vous tapez Urgence-OQTF. La vidéo est là-bas, c'est un cabinet d'avocats français. Voilà, mais comme l'information n'est pas passée, il y en a qui ne savent pas, et ils me voient seulement en ennemi, alors que ce n'est pas ça. Je suis en politique. Tu peux ne pas m'aimer, je n'ai pas dit de m'aimer, mais ce qui est important, c'est qu'il soit de ma bouche. On va écouter ici, maître. C'est parti. Vous avez vu la police migratoire ICE aux États-Unis? Malheureusement, le Parlement européen va essayer de faire pareil. Oui. Bonjour, je suis maître Jonas Cerisier, avocat au barreau de Paris. Vous le savez, chez Exil et Avocat, on fait du droit du travail, du droit pénal et du droit des étrangers. Hier a été voté au Parlement européen des mesures très dures envers les personnes sans papier. Et là, ça va compliquer les choses. Déjà, plusieurs mesures. Ils ont prévu que des centres de rétention soient à l'extérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de papier, on vous enverrait dans un pays que vous ne connaissez pas, dans lequel vous n'avez jamais été, pour ensuite potentiellement pouvoir vous éloigner vers le territoire d'où vous venez. Donc c'est une situation totalement incroyable où on va envoyer des personnes sans papier dans des pays qui ne connaissent pas, sans repère. Deuxième mesure, le texte prévoit que les éloignements seront plus souvent forcés que volontaires. C'est-à-dire que vous avez vu les images de ICE aux États-Unis où les étrangers se font arrêter dans la rue pour se faire éloigner du territoire, placés en détention et ensuite mis dans l'avion. Eh bien, c'est une réalité qui peut voir le jour en Europe, malheureusement à cause du texte qui a été voté ce lundi. Donc, c'est un durcissement total, contraire aux droits fondamentaux, qui est en train d'être mis en place au niveau européen pour éloigner des personnes du territoire. Et on le répétera jamais assez. Les personnes qui reçoivent des OQTF ne sont pas des personnes dangereuses. La plupart du temps, ce sont purement des décisions administratives qui découlent d'un manque de papier, d'un manque de temps, d'une erreur parfois informatique. Car la dématérialisation des procédures de demande de titre de séjour ont rendu ces demandes encore plus compliquées parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès, qui ne comprennent pas comment faire et donc qui découlent sur des décisions d'OQTF. Voilà. Donc, vous avez bien compris, non? Je vais encore répéter encore, partager cette partie-là à tous ceux qui sont ici, qui n'ont pas les papiers, qui sont en France, qui sont en Italie, qui sont en Europe là. La situation, c'est devenu comme aux États-Unis. Voilà. Partagez la vidéo à ces personnes-là. Ce n'est pas parce que je vais vous effrayer, mais c'est une vérité. La loi a été votée le lundi passé, mais les gens ne sont pas au courant. Donc c'est le lieu ici de demander aux uns et aux autres
de se mettre à jour sur la situation qui est là. Il y en a qui sont aujourd'hui en attente. Je pense que Nina même je vais les faire jouer ici pour montrer ce qui se passe au niveau de... Si faut m'envoyer. Partagez les gars, c'est une digression, c'est important pour qu'on puisse... Tu m'envoies sur mon autre téléphone 0779 et puis 47 là, s'il te plaît. Donc, vous allez voir ici que pendant que les Ivoiriens sont en train de mettre leur vie en danger, la situation au niveau de l'Europe s'écorce, se durcit. C'est comme maintenant de venir aux États-Unis ICE. Il n'y aura pas de... Quand le Parlement européen a voté, c'est automatique. Tous les autres parlements, ça va s'imposer. C'est comme le Mercosur. Pour les paysans français ont revendiqué, les paysans français ont bloqué les autoroutes, les périphériques. Ils sont venus ici à Paris, ils sont allés aux Champs-Élysées, ils ont bloqué la circulation. Ils sont allés au Parlement européen, ils ont déversé là-bas des pommes de terre et autres, avec les caterpillars et autres. Mais la loi s'est passée, hein, c'est rentré en vigueur. Et donc si le Parlement européen a acté, c'est la Cour suprême ici en France, hein, je suis désolé. Donc si le Parlement a voté, et c'est pas retoqué, ça va passer. Donc ça a été déjà voté. Il faut aviser nos parents, ceux qui vendent, qui veulent que les enfants viennent en Europe là. Il faut leur dire que affaire les papiers devient maintenant difficile, compliqué en France. Et cette fois-ci là, tu n'iras pas en Côte d'Ivoire, hein. Ils vont te forcer, ils vont t'envoyer peut-être au Rwanda ou bien au Botswana. Tu as fait 2 ans d'un centre de rétention là-bas. Avant qu'on puisse te voir étudier ton cas, et encore on te met dans l'avion, forcément. Maintenant là, on dit il y a la loi, il y a les droits. C'est terminé maintenant. Voilà, ça a été voté. Voilà, attendez, je vais vous faire écouter. Vous avez vu la police migratoire ICE aux États-Unis. Malheureusement, le Parlement européen va essayer de faire pareil. Bonjour, je suis maître Jonas Cerisier, avocat au barreau de Paris. Vous le savez, chez Exil et Avocat, on fait du droit du travail, du droit pénal et du droit des étrangers. Hier a été voté au Parlement européen des mesures très dures envers les personnes sans papier. Et là, ça va compliquer les choses. Déjà, plusieurs mesures. Ils ont prévu que des centres de rétention soient à l'extérieur de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de papier, on vous enverrait dans un pays que vous ne connaissez pas, dans lequel vous n'avez jamais été, pour ensuite potentiellement pouvoir vous éloigner vers le territoire d'où vous venez. Donc c'est une situation totalement incroyable où on va envoyer des personnes sans papier dans des pays qui ne le connaissent pas, sans repère. Deuxième mesure, le texte prévoit que les éloignements seront plus souvent forcés que volontaires. C'est-à-dire que vous avez vu les images de ICE aux États-Unis où les étrangers se font arrêter dans la rue pour se faire éloigner du territoire, placés en détention et ensuite mis dans l'avion. Eh bien, c'est une réalité qui peut voir le jour en Europe, malheureusement à cause du texte qui a été voté ce lundi. Donc, c'est un durcissement total, contraire aux droits fondamentaux, qui est en train d'être mis en place au niveau européen pour éloigner des personnes de territoire. Et on le répétera jamais assez. Les personnes qui reçoivent des OQTF ne sont pas des personnes dangereuses. La plupart du temps, ce sont purement des décisions administratives qui découlent d'un manque de papier, d'un manque de temps, d'une erreur parfois informatique. Car la dématérialisation des procédures de demande de titre de séjour ont rendu ces demandes encore plus compliquées, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès, qui ne comprennent pas comment faire, et donc qui découlent sur des décisions d'OQTF. La loi a été votée par le Parlement, elle ne rentre pas automatiquement en vigueur. Il y aura une adoption dans le Parlement des pays, des différents pays de l'Union européenne, la France et autres, avant de la mise en vigueur à travers le décret présidentiel et autres. Donc ça suit son cours. Donc ça quitte au Parlement et ça va maintenant descendre sur les autres parlements dans les pays respectifs. La Belgique, l'Espagne. Bientôt l'Espagne va régulariser près de 500 000 étrangers. Je pense que c'est l'occasion d'aller en profiter. Hein. Ceux qui sont en Espagne, de profiter de cette situation où il y aura en juin 500 000 régularisations. Mais n'oubliez pas, voici ça dans le désert. Voici la preuve qu'il y a une autre preuve dans le désert. Écoutez la vidéo. Voilà, on est au désert. On est entre Tunisie et Libye. Cela fait maintenant 3 jours que les gardes nationaux nous ont pris sur l'eau et ils nous ont envoyés directement dans le désert. Ils nous ont dit d'aller à... Je ne peux pas montrer parce que si je montre, ça va bloquer le direct. Donc écoutez, ça fait 1 minute. C'est des Ivoiriens qui ont été arrêtés et puis on les a mis où? Dans le désert. Ils sont dans le désert, dans une situation dramatique.
Ça fait pitié. Tout à l'heure, je vais partager la vidéo sur ma page Facebook sous les tonneurs, sous les B52 tonnerres. Je vais partager la vidéo dessus. Écoutez la vidéo. Oui, bonsoir la famille. Nous voilà, on est au désert. On est entre Tunisie et Libye. Cela fait maintenant 3 jours que les gardes nationaux nous ont pris sur l'eau. Et ils nous ont envoyés directement dans le désert. Ils nous ont dit d'aller à Libye. On ne sait pas pourquoi. Ils nous ont frappés, maltraités. On est peut-être nombreux, on est plus que ça. Hein? Mais il y a d'autres, on ne sait pas comment ils se sont arrangés, on ne les a plus vus. Peut-être qu'ils sont morts, on ne sait pas. Oh non. Ils nous ont torturés ici. Non. Voilà, on leur a montré notre passeport pour qu'ils puissent nous rapatrier dans nos différents pays. Mais ils ont refusé. Donc ils nous ont envoyés à Tripoli, dans le désert. On avait presque 3 jours dans le désert. Il y a les femmes mariées, les bébés mamans, les femmes enceintes. Ça va pas. Donc venez nous aider, venez. Lui qui parle là, il est de quel pays? Quand vous l'écoutez, il est de quel pays? Écrivez vous-même, hein? Lui qui parle là, il est de quel pays? S'il vous plaît, écrivez pour voir. Par ici, il y a Burkinabé, il y a Malien, il y a Tchadien et tout. Lui qui parle là, vous avez écouté, vous et moi là, il est de quel pays? Ah, merci, c'est là. Il est ivoirien. Voilà. Et quand on va parler, ils vont nous dire autre chose. Lui qui parle là, c'est un ivoirien. On n'a pas caché la chose, c'est un ivoirien. C'est terrible. La fois dernière même là, et regardez ici là, les autorités de Côte d'Ivoire ont fait rentrer combien de personnes? Notre téléphone, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Donc c'est un Ivoirien. Et donc c'est un Ivoirien qui aujourd'hui, quand on va demander, ici là en France, c'est devenu compliqué. La fois dernière, le ministère français de l'Intérieur a fait sortir les chiffres. Je vous dis les chiffres, je vous lis les chiffres. Voilà. Le ministère français de l'Intérieur a écrit ceci. Sur son site officiel, hein, j'en ai parlé même la fois dernière, et c'est le suivant. Voilà. C'est là. Voilà, c'est là. Voilà. La présence ivoirienne en France en 2025. Que nous disent les chiffres? En 2025, 128 578 Ivoiriens vivent en France, soit une hausse de 8%. Cette présence s'explique par plusieurs motifs de séjour. Motif 1, motif familial, 34,9%. Motif humanitaire, 23%. Motif économique, 13,9%. Motif étudiant, 10,9%. Motif divers, 17,4%. Avec ce niveau de présence, les Ivoiriens constituent la première nationalité d'Afrique subsaharienne en France, devant le Sénégal, 118 813, Mali, 109 489, RD Congo, 101 911. Côté naturalisation, en 2025, 1947 Ivoiriens ont acquis la nationalité française, soit une baisse de 8,6% par rapport à l'année précédente. Répartition. 1498 par décret, 449 par déclaration, mariage, ascendance ou fratrie. Les Maliens en France, nous sommes les plus nombreux. En 2025, on a été, comment dirais-je, répertorié 128 578. Pourquoi les Ivoiriens fuient dans la Côte d'Ivoire? Posez-vous la question. Alors qu'on nous dit que c'est un pays émergent, là-bas il coule le lait et le miel. C'est une croissance à 2 chiffres. On dit du coup là-bas les gisements baleines, on dit du coup le pétrole et tout ça. Maintenant, pourquoi les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire? Il faut se poser les vraies questions. Les Ivoiriens aujourd'hui sont devenus quoi? Là actuellement, ils sont à Tripoli, ils sont en Libye, d'autres sont à Agadez, au Niger. Ils sont sous la responsabilité de l'OIM, Office international n'est-ce pas, de migration. Ils sont là-bas à Agadez. Ils ne sont pas sous l'autorité des autorités nigériennes, non. C'est l'OIM qui s'occupe d'eux. Mais allez-y voir les conditions dans lesquelles nos frères ivoiriens souffrent, nos sœurs.
Plein d'Ivoiriens ont perdu la vie dans la Méditerranée. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas reluisant. Et revenons à notre sujet. C'est le sujet qui nous occupe, qui nous réunit ici. C'est le sujet des paysans d'abord, le deuxième sujet. C'était une digression sur l'actualité concernant l'immigration. C'est important. On va essayer de revenir. Écoutons M. Alassane Ouattara. Merci. Écoutez-le. Le prix boursier garanti du cacao bien séché et bien trié est fixé à 2800 francs le kilogramme. M. Alassane Ouattara, avant les élections présidentielles, avait fait une promesse électoraliste. Nous avions ici alerté les paysans pour dire ne vous faites pas duper. Quelques mois plus tard, probablement quelques jours plus tard, malgré même le prix qui avait été fixé, l'on s'est rendu compte que même le prix n'était pas payé. Voilà, 2800, ce n'était pas payé. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés les paysans avec même les stocks, parce que les gens ne payaient pas. Ils ne recevaient que les documents. Ils ne payaient pas. Ils ont été roulés dans la farine. Les paysans ivoiriens ont été roulés dans la farine. L'élection est terminée. Maintenant, vous êtes face à vos réalités. Et ils vous parlent de quoi? De 2030. C'est-à-dire qu'au moment où les paysans sont en train de souffrir, les paysans tirent le diable par la queue, c'est en ce moment-là que leur premier responsable est en train de fêter une décoration. Bon, vous voyez, dans un état sérieux, ce monsieur doit démissionner. Parce qu'il a échoué au ministère de la Construction. En Côte d'Ivoire, monsieur Bruno Nabané Koné, qui est un incompétent notoire, je ne mets même pas en cause ses diplômes, mais c'est un intellectuel, il est brillant. Mais c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on peut tenir un ministère. Il a été un échec total, un échec patent à la tête du ministère de la Construction. C'est avec lui qu'on a vu tous les scandales à la tête du ministère de la Construction, avec les affaires de Kobe Bakari et j'en passe. C'est avec vous, c'est avec lui ici qu'on a vu, tu payes ton terrain, avec même des agences, avec notaires, et tu viens voir qu'il y a quelqu'un qui veut obtenir un autre ACD derrière ton dos. D'ailleurs, on peut même annuler ton propre ACD. Alors que même tu as les titres villageois, tu as tout. On a vu c'est sous M. Nabané Koné. Mais il n'a pas été débarqué. Pourquoi? Parce qu'il est le genre de M. Alassane Ouattara. Tous les scandales dans le foncier, les scandales dans la construction, tout s'est passé sous le magistère de Bruno Nabané Koné. Il a échoué, lamentablement. Et dans un état sérieux, il devait démissionner. Les scandales à foison au ministère de la Construction, des agents véreux, des agents corrompus, des agents compromis, mais qui baignent dans la mafia de l'immobilier. Mais Nabané Koné était là, mais il n'a absolument rien fait. Et pour les récompenser, on le bombarde maintenant au ministère de la Construction. Mais ce monsieur-là, il a détruit au ministère de la Construction. Il a été incompétent. Il a été médiocre au ministère de la Construction. Mais là, on doit les congédier complètement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on l'envoie maintenant au ministère de l'Agriculture. Mais là, c'est la cata. Il n'a même pas pu tenir le ministère de la Construction. Le ministère de la Construction. Il est venu tout foutre en l'air. Un terrain se retrouve avec 4 ACD. Il a mis des programmes en place qui ont complètement échoué. Et c'est ce monsieur-là, avec des humains même qui s'écroulaient en Côte d'Ivoire, avec mort d'hommes dedans. Un ministère de la Construction où il y avait un incompétent notoire qui était à sa tête. Mais comme n'a pas été compétent, il faut mettre des personnes. C'est au nom de quoi? Du cuissage, le droit de cuissage. Parce que lui, il est le genre de M. Ouattara, dont on enlève ici, même s'il a échoué, on va lui donner encore un autre poste. Là maintenant, là, c'est pour envoyer même les paysans au chômage. Bruno Nabané Koné, qui a fait ici que les propriétaires ont été spoliés, ont perdu les terres, les acheteurs qui ont perdu les terrains. C'est ce Bruno Nabané Koné là qu'on prend encore. Quelqu'un qui a échoué dans un département, on les prend, on les fait changer. C'est une affaire de chaise musicale ministérielle. Donc on les prend de ce côté-là. On avait joué la compas
pour le ministère de la Construction. Maintenant, on va jouer, n'est-ce pas, du zouk. Là, on envoie complètement où? Ou bien du reggae. Au ministère de quoi? Au ministère de l'Agriculture. Là où on a besoin d'une personne compétente. D'une personne compétente. Mais regardez d'abord les pas que lui-même pose. Même pas 2 mois ou 3 mois après sa nomination, regardez d'abord les pas qu'il pose. Pendant que les paysans sont en souffrance, pendant qu'ils ont menti aux paysans, c'est ce moment que lui trouve. Là où les paysans sont dans une posture suicidaire, c'est en ce moment que lui il trouve pour aller se faire décorer. Et puis regardez, avec le sceau du ministère, regardez bien, l'affiche est là. C'est là. C'est là. Ministère de l'Agriculture. C'est comme la fois dernière, on donnait le prix de l'homme de l'année à Téné Brema Ouattara. Mais vous voyez, c'est-à-dire que tous les prix maintenant, là, c'est pour la famille Alassane Ouattara. Le prix de meilleur de l'homme de l'année, là, on va donner à Téné Brema Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait de méritant pour qu'on lui donne le prix de meilleur? Je ne suis pas contre le prix, hein, mais dites-moi, quel cas M. Ouattara, sous quel critère M. Ouattara Téné, on puisse lui donner le prix de l'homme de l'année en Côte d'Ivoire? Sérieusement, c'est parce que M. Téné Brema Ouattara, il est le frère de M. Alassane Ouattara, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que ce monsieur-là, un incompétent notoire, qui a fait en sorte que les Ivoiriens ont été spoliés par milliers, qui ont perdu leur terrain en Abidjan, c'est ce monsieur-là qu'on envoie au ministère de l'Agriculture. Il n'a posé aucun acte concret. Il n'a défendu nulle part les paysans. Il est venu ici en France en villégiature, au sein de l'agriculture. Voici son seul fait d'âme. Il est passé sur France 24 et TV5. À part ça là, qu'est-ce que Bruno Nabane Koné a fait pour qu'on puisse le décorer? On lui donne les grades de commandeur. Oui, Ahmed, on dit en Abidjan. Tu ne sais pas ça? Va à l'école, mon frère. Je n'ai pas réussi d'apprendre ça aussi. On dit en Abidjan. En Abidjan. Ok? On le dit. En français, on le dit. Donc, si tu ne connais pas, va demander à ton maître d'école. Ok? Donc, Bruno Nabane Koné qui est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel acte il a posé? Quel acte salutaire il a fait? Moi, je veux savoir quel acte ce monsieur a fait pendant que les paysans sont en train de souffrir, pendant qu'ils ont menti honteusement, ils ont menti bonnement, comment dirais-je, aux paysans de Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara, mais regardez de vous-même, frères et sœurs ivoiriens, vous qui êtes ici là, vous qui êtes ici. Combien de mois les paysans ont bénéficié de 2800? Il y avait l'entourloupe derrière, il y avait le mensonge derrière, il y avait la tromperie derrière, il y avait la filouterie derrière. Parce qu'on ne peut pas promettre aux paysans 2800, même pas 3 mois. D'ailleurs, les 2800 n'ont pas été reçus. Ils ont été dupés royalement. Et quelques jours plus tard, puisque M. Ouattara savait, et il savait, gouverner c'est prévoir. Ils ne diront pas qu'ils ne savaient pas que le coût allait chuter. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, même si le coût avait chuté, mais et le fonds de réserve, parce qu'il fallait d'abord écouler les stocks que les paysans avaient déjà. Il fallait payer ces stocks-là à 2800. Avant ce stock déjà écoulé, les nouveaux stocks allaient être payés à 1200. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais le stock de 2800 n'a pas été épuré, n'a pas été évacué, n'a pas été vendu. Patatrat, le couperet tombe. On dit non, c'est maintenant à 1200. Mais des paysans ont perdu. Ils se sont endettés, les paysans. Ils ont fait des projets. Mais imaginez-vous ici, vous qui m'écoutez. On vous dit que le kilo est à 2800. Tu fais ton calcul en fonction de 2800. Et la cueillette, la récolte, le tout,
On veut te dire que maintenant, c'est plus 2800, c'est 1200 francs CFA. Et pendant ce temps, tu es dans des tontines. Et pendant ce temps, tu as contacté des dettes auprès des banques, auprès des amis, pour dire, bon, si je finis de vendre mon cacao, je vais payer. Tu t'attendais à 5 millions. Tu reçois 400 000 ou 500 000 de vous à moi. Tu es endetté. Donc, le pouvoir de M. Ouattara a surendetté les paysans. Ils ont menti aux paysans. C'est un régime incompétent. Quand on parle de ça, on va nous dire que M. Ouattara, il a développé le pays. Mais dites-moi, lui qui est l'économiste, Alassane Ouattara, qui a redressé l'économie de la Chine, du Japon, de Thaïlande, de Singapour, Corée du Nord, Corée du Sud, la France, États-Unis, l'Angleterre, Canada, le Québec, le Gabon, plus de 500 pays au monde. Comment ce monsieur qui est un économiste chevronné, soi-disant, il est incapable de maîtriser l'économie ivoirienne, la dette ivoirienne, qui est une dette vertigineuse, de près de 45 000 milliards. On prend dette pour payer dette. Un économiste qui prend dette pour payer dette. La Côte d'Ivoire est un pays qui est riche. Un pays qui est riche. On a le café, on a le cacao, on a l'EVA, on a l'or, on a le diamant, palmier à huile. On a tout ça. En Côte d'Ivoire, on a des ports. En Côte d'Ivoire, on a le gaz, on a le pétrole. On a tout dans ce pays. Voici un monsieur qui a eu un pays en or. Un économie qui a eu un pays en or. Mais qui est obligé d'aller prendre dette pour venir payer les fonctionnaires. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voici un économiste qui n'a même pas de fonds de réserve pour pouvoir payer les tonnages des paysans. On donne la somme de 2800, les jours paient parce qu'on veut se faire élire. Et puis on ment grossièrement aux paysans. On va écouter ce qu'il a dit. On écoute. Partagez les gars, partagez les gars. On écoute ce qu'il a dit. Et partagez. Voilà, partagez les gars. Une économie flafla. On écoute ici. Pompé. Ah, Koraboumoui. Si tu aimes les gbimi, tapoter. Si tu aimes you, partager. Si tu aimes les gbimi. Si tu aimes les gbimi. Si tu aimes les gbimi, partager. Si tu aimes sous le départ, tapoter. Si tu aimes you, partager. Si tu aimes you. Si tu aimes les gbingbi. Si tu aimes les frapponnés, partager. Partager. Voilà. On écoute ici. On écoute. Le prix Borchian garantie du cacao bien séché Oui. et bien trié est fixé à 2800 francs le kilogramme. 2800 francs le kilogramme. Garantie du cacao bien 2800 francs le kilogramme. Ah, paysan de Côte d'Ivoire, Yako. Oui. Paysan de Côte d'Ivoire, Yako. Voici ici les mensonges que vous avez été enfarinés. Vous avez été emberlificotés. Vous avez été trompés. Aujourd'hui, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et les larbins, les crétins, les débiles sur les panels vont vous dire, les chiffristes vont vous dire que les paysans de Côte d'Ivoire vivent mieux. On a vu ici comme des fois les chaînes à propagande se sont mis en branle, en train de plébisciter, d'applaudir, d'encenser M. Ouattara, que c'était un pas historique. Alors, où sont encore ces analystes 2.0? Où sont ces individus carents sur les panels pour venir ici s'apitoyer sur le sort des paysans? Qui viennent définir, qui viennent dire, ils viennent décrire l'acte de M. Ouattara vis-à-vis des paysans? Mais c'est un mensonge. Mais c'est la même chose que M. Ouattara a fait aux Ivoiriens. M. Alassane Ouattara, l'homme qui promet et qui ne tient jamais sa parole. On va s'écouter une vidéo. Partagez et tapoter. Parce que inspiration aux gens qui tombent comme un cassis, aux gens propres. Partagez à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, pomper, montez, voilà, à pomper, voilà. Vous aimez ça? Vous aimez trop ça? Pomper, les gars. Voilà. Voilà. Vous aimez trop ça? On va écouter ici. Voilà. Partagez. Vous savez que c'est en venant comme ça, en parlant, ça vient un peu. Voilà. C'est au fur et à mesure. Voilà.
On va essayer d'écouter une vidéo. Pour conforter... Il avait dit, voilà. On écoute ici. Vous pouvez changer votre situation et le destin de la Côte d'Ivoire. Oui. Votre bulletin de vote fera la différence. Attendez, je cherche la vidéo. Je ne me suis pas préparé sur ça. Je cherche la vidéo. C'est ici Ado Solution. Je vais chercher ici Ado Solution. Je vais trouver la vidéo. Avant qu'ils débloquent ça. Ado Solution. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai trouvé ça ici. Voilà. Écoutez la vidéo. Écoutez. Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens la solution. C'est devenu le chaos. C'est devenu le mensonge. C'est devenu la tromperie. C'est devenu la filouterie. C'est devenu la gabégie, la corruption, le népotisme et le clientélisme. Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens un Ivoirien, un toit. Dites-moi, vous les Ivoiriens qui m'écoutez ici, où sont les logements sociaux que M. Ouattara a promis aux Ivoiriens? Où sont les logements sociaux des Ivoiriens? Alassane Ouattara a promis. C'est maintenant combien d'années? Combien d'années, dites-moi? C'est maintenant 16 ans qu'il est au pouvoir. Un Ivoirien, un toit. 25 000 francs CFA par mois pendant 25 ans. Si M. Ouattara était un homme de parole, et qui pourrait respecter sa parole, mais aujourd'hui, vous auriez dû avoir vos logements sociaux. Et vous resterez seulement que 9 ans pour finir de payer votre dette. Et cette maison allait appartenir à vos enfants. Et même le projet déjà épuré, vous allez penser maintenant projeter à payer un autre logement. Mais Alassane Ouattara, on a tous été trompés. Oui, on a tous été trompés, roulés dans la farine. On disait que l'autre était le boulanger, mais Ouattara c'est le boulanger. C'est le boulanger, c'est la boulangerie, c'est le client de la boulangerie. Ouattara, c'est-à-dire que lui-même là, c'est la boulangerie lui-même, avec toutes les machines, avec ça, avec. Il a trompé les Ivoiriens. Le mensonge qu'il a fait aux paysans dernièrement. Voilà pourquoi on vous le dit, il ne faut pas croire aux promesses de M. Ouattara. Parce que, allons-y en 2010, Ado c'est la solution. On va écouter la solution qui est devenue problème dans notre main. Ado Solution est devenu Ado Kabako. Voilà pourquoi un jour, alors, à Bobo, les femmes d'Abobo se sont levées et elles ont dit, Bagbo Kafisa, Kafisa o Bagbo Kafisa, Kafisa o Bagbo Kafisa. C'était où? Bagbo était à la CPI. Bagbo était à la CPI. Et c'est nos mamans qui sont sortis. Quoi Bagbo Kafisa? Ah bon? Parce qu'ils ont vu clair dedans. Nos sœurs qui sont là aujourd'hui là, c'est elles qui ont dit quoi Bagbo Kafisa. Jusqu'à ce que Abou Galié est venu chanter. Abou Galié, viens me faire chanter ici un peu. Attends, on va d'abord mettre cette vidéo à côté. On va d'abord écouter ce qu'il avait mis là. C'est important, hein? Partager. Voilà. Parce que je me souviens, comme si c'était hier, la promesse vient de M. Ouattara. Aujourd'hui, Seigneur, mon téléphone a été de bugger. Oh, au moins que le son est doux. Oh. Monsieur le Président, tu nous avais promis que si tu devenais président, tout allait changer. Ah, papa! Ah, papa! Et puis emprisonné. Ah, papa! Monsieur le Président, je ne suis pas salarié. Je n'ai pas payé mon loyer. Tu veux noyer mon foyer. Je vis dans Sikobois où tu vois la pauvreté, non comme toi où tu envoies mille. J'ai vu dans Sikobois. Effectivement, nos mamans là, ils sont allés casser les étals. Ils ont cassé les marchés. Elles ont dit, Babo Kitika fait ça. Oui, vous pouvez avoir honte aujourd'hui, mais il faut reconnaître que M. Ouattara, il a menti à 80% sur son programme. Et c'est un fait, c'est une réalité. Au niveau économique, il a échoué. Au niveau social, il a échoué. Au niveau sécuritaire, il a échoué. Au niveau des infrastructures, il a échoué. C'est pas le goudron biodégradable. Je vous l'ai dit, à tous les niveaux. Au niveau financier, il a échoué. Économie même, c'est un crime. Parce que lui-même, c'est un économiste. Mais il a échoué à tous les niveaux. Et au niveau
de l'accompagnement des jeunes, il a échoué. Ce soir, Alassane Ouattara, que les jeunes de Côte d'Ivoire fuient le pays. Ils quittent la Côte d'Ivoire pour venir ici au paradis. Pourquoi? Parce que rien ne va dans notre pays. On écoute ici. Babo Kafissa, c'est eux qui ont dit ça. Babo Kafissa. Babo Kafissa, c'est pas les pro-Babo qui ont sorti ça. Hein. C'est les pro-RDR comme Babo Kafissa. Pourquoi Babo Kafissa? On va essayer d'écouter ce que Ouattara a promis aux Ivoiriens. Voilà. C'est important. CIVOTP, Bumui B52. On y va, c'est parti. On va essayer d'écouter ici. Voilà. C'est parti. On écoute, monsieur Ouattara. On y va. C'est parti. Mes chers compatriotes. Oui. Oui. Partagez. Mes chers compatriotes. Oui. Vous savez, oui. Mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi. Écoutez bien. À Philadelphie, aux États-Unis, pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, oui. Je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas. Flocon. Titulaire d'un master en finance et comptabilité. Flocon. Qui après plusieurs années de stage. Flocon. Dans différentes sociétés, a réussi à se faire embaucher. Flocon 1. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans une société de la place. Oui. J'ai fait des stages par-ci, par-là. Et c'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois. Écoutez. Pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là, aujourd'hui, je suis chez moi, dans un studio. Le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, au moment où je vais passer à la maison, on m'avait demandé 3 mois de caution. C'est que déjà, n'est-ce pas, 150 000. Écoutez, 2 mois d'avance. Oui. Ça fait déjà 100 000, ça fait déjà 250 000. Oui. Plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Oui. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons dans une condition vraiment très difficile. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Écoutez bien. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Oui. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. Oui. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Oui. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. Voilà. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures. Et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées. À recharger au moins 5000 km de routes en terre. Et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois. 25 ans. C'est gâté! C'est gâté! C'est gâté, les gars, c'est gâté! Tabou! Tabou, tabou, tabou! Tabou! C'est tabou, 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 c'est gâté!
Ouh, c'est gâté, c'est Glision. T'as porté. Ah, c'est gâté. Un Ivoirien, un toi. Depuis 2010. On voit maintenant, on voit clair dedans. On va écouter. On écoute. Droit à la propriété. Oui. Pas Ivoirien. Puisse avoir un toit. Oui. Nous faciliterons le droit à la propriété. Oui. Par la construction de logements à coût réduit. Oui. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Wow! Wow! Ado. Oui. Par la construction de logements à coût réduit. Oui. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Ado, le bâtisseur, ado. Les doyman. Doi. Pas flotto, pas flotteur. Doi. Et doi. Ah! Ouais. Ah! Un Ivoirien et toi. J'espère que tu as pour toi un sang tout bas. Emmanuel Keita, j'espère que tu as. Emmanuel Kwame. Conseil, j'espère que vous avez votre maison. Hein. Faut pas venir me dire ici que depuis 2010, un Ivoirien et toi, vous n'avez pas votre maison. Hein. Sinon, je vais casser mon téléphone de suite là. J'espère que vous tous, vous êtes propriétaires. Hein. Vous avez votre titre foncier. Hein. Voilà, vous êtes propriétaire. Il a dit ici, sous Gbagbo là, les gars payaient combien? On va l'écouter. Lui, il payait son studio à 50 000. Mais Abidjan actuellement là, combien coûte un studio? Abidjan actuellement là, combien coûte un studio? Abidjan actuellement là, où nous sommes là. Combien coûte un studio? Et puis sous Gbagbo, il fallait donner 3 mois de caution seulement. Mais actuellement sur la scène, c'est 10 mois de caution, 10 mois. Plein. Sous Alassane. Mais sous Gbagbo, il dit c'était trop cher. C'était trop cher. Lui là, il propose un Ivoirien, un 3, 25 000 par mois pendant 25 ans. On est en 2026. Ça fait maintenant 16 ans. Je sais que Victoire, quand tu es propriétaire, tu as ton titre foncier. De 25 000 francs, c'est pas par mois. Tous les Ivoiriens ont déjà eu leur truc. Si un Ivoirien sort et il vient me dire qu'il n'a pas eu son logement, c'est qu'il y a un problème. Mais Alassane Ouattara, c'était un bâtisseur, non? Il travaille, non? Il a développé la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont propriétaires. Parce qu'il a dit, hein, 25 000 par mois pendant 25 ans. Il a été très clair, il a donné les chiffres. Donc personne ne peut me dire sur ces panels, plus de 1000 personnes là, que vous n'avez pas eu votre logement, pas possible. Vous me trompez. Et je suis comme ça, il y a 4 logements en Côte d'Ivoire. Et ces enfants ont un logement. Et je suis que Emmanuel a pratiquement 2 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Victor, on n'en parle pas. Ah, parce que 25 000 francs, c'est pas par mois. Pendant 25 ans. Voilà. Mais on attend. Moi, je vois que dedans. Hein. Parce que moi, ma part là, depuis là, je cherche, je ne vois pas. Mais on m'a dit que vous là, vous avez pour vous. Donc, venez m'expliquer ça. On appelle ça Doi. Doi. Quand il a développé le pays. Dans quoi? Dans Fognon? Dans le vent, dans le billard. Il a développé dans votre imagination, dans votre tête là. Vous avez composé dedans un pays développé. Ça, c'est un pays développé, ça. Parce qu'on vous trompe, on vous leurre avec une tour la tour F. Ce qui est prioritaire, c'est le capital humain. Ce qui est prioritaire, c'est les conditions de vie et de travail de vos contemporains. Ce n'est pas le vernissage là. Ce n'est pas la beauté d'habitat qui est important. Mais comment les Ivoiriens vivent? Comment les Ivoiriens vivent? Dans des taudis, dans les cimetières. Où sont les logements sociaux? Même en France, il y a des logements sociaux. Pour la dignité humaine. Si les Ivoiriens aujourd'hui sont aujourd'hui grugés et il y a des loyers exorbitants, c'est parce que le gouvernement de l'Alassane Ouattara a échoué. D'ailleurs, même quand des personnes privées s'élèvent
comme mon frère Jack, pour aller construire des logements sociaux à hauteur de 40 milliards. Ce gouvernement prévaricateur, ce gouvernement de brigands, des rasieurs, ça aura le droit de braquer encore l'argent de ces messieurs. Parce qu'ils ont été incapables de construire des logements sociaux pour y loger les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné à coût de milliards l'argent des Ivoiriens pour aller construire des résidences pour louer encore aux Ivoiriens. Oui. Tous les ponts du pouvoir Ouattara, tous les cadres de ce pouvoir-là, eux tous ont des résidences. Ces résidences-là, c'est là-bas qu'ils blanchissent leur argent. L'argent de la drogue, de cocaïne, l'argent détourné. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre ailleurs. Ils préfèrent en Côte d'Ivoire payer. Vous voyez des résidences qui poussent partout en Côte d'Ivoire là. Ne vous posez pas de questions. C'est eux, parce qu'ils n'ont pas construit des logements sociaux. Montrez-moi les logements sociaux à Abidjan, à Yopougon, à Djamé, à Marcory, à San Pedro, à Nyakara, à Boaké, à Katiola, à Korogo. Montrez-nous les logements sociaux dans la Alassane Ouattara. Montrez-nous les logements sociaux. Ça n'existe pas. Mais c'est lui qui a promis. Un homme, c'est sa parole. Où sont les logements sociaux? Un Ivoirien, un toit. C'est un échec. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que ce monsieur a commencé à tromper les Ivoiriens. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il ment aux Ivoiriens. Et on l'a vu aujourd'hui, quand les paysans ont été dupés, nous avions dit ici, parce qu'on connaît l'homme, et l'homme nous connaît, et il sait que c'est nous on peut décrire ses attitudes, sa roubladise. Et on a dit que paysans de Côte d'Ivoire, vous n'aurez pas ce qu'il a promis, vous n'aurez pas ça. On va écouter Stanislas, vous allez écouter ici. Écoutez-le. C'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu une première idée. Oui. Il a dû économiser sur plusieurs mois. Oui. Pour faire face à ses charges. Oui. De déménagement, oui. Caution, loyer, équipement. Oui. Là, aujourd'hui, je suis chez moi. Oui. Dans un studio. Le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, je vais passer à la maison. On m'avait demandé 3 mois de caution. Un studio qui coûte 50 000. Un studio propre, hein? Un studio propre. Douche, tout. Salle de bain, tout dedans. Il paye 50 000. 3 mois de loyer, ça fait combien? 150 000. Ouattara dit c'est trop cher. Vous qui êtes ici, là, je sollicite et j'interroge votre conscience et votre sincérité. Ouattara dit un loyer de 50 000, un studio. 3 mois de caution, c'est trop cher. Non, c'est pas normal. Mais Gbagbo, il a échoué. Oui. Lui, il propose 25 000. Et tu deviens propriétaire. Flocon, Doi. Mais on n'a pas vu ça venir. Mais aujourd'hui, là, de là où nous sommes là, nous sommes en mesure de vous dire que M. Ouattara a été une tromperie. M. Ouattara, là, ça a été de l'enfumage. M. Ouattara, ça a été de la poudre de perlimpinpin, des promesses creux vaines. M. Ouattara, là, ça a été de l'imaginaire. M. Ouattara, là, ça a été ce qu'on appelle du flafla, un économiste flafla. M. Ouattara, là, ça a été VI, vendeur d'illusions. C'est ça, M. Ouattara. Parce qu'il a promis Mose merveille. Il finit, on a eu quoi? On a eu des cailloux. Même cailloux, même mieux. Il a promis des châteaux. C'est-à-dire qu'on s'est vu dans les logements sociaux. Mieux, ils sont venus ici en France, à Paris. Ils ont fait signer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont contracté à ce projet mort-né là. Des Ivoiriens, ils sont venus ici avec des délégations. Les gens ont contracté, ils ont donné de l'argent. D'autres n'ont jamais été remboursés. Ce projet n'a jamais vu le jour. Ça a été une tromperie. Un économiste qui n'est même pas capable de mettre sur pied, de faire construire des logements sociaux au prix qu'il même a dit. Mais M. Ouattara est venu au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il prend le soin d'enrichir lui et ses proches. Il nomme ses nièces.
il nomme des stripteaseuses qui dansaient sur les barres de fer aux États-Unis. Hein? Qui dansaient sur les barres de fer aux États-Unis. C'est celle-là qui nomme à des postes à responsabilité. Mais c'est Ouattara, il nomme son gendre qui est là, qui est un fainéant, qui est un incapable, qui est un médiocre, lui qui est là. Il dit, il faut bloquer, voilà, mais, voilà, il faut le bloquer, il faut le mettre en sourdine, attendez voir. Il faut le bloquer. Je n'ai pas besoin d'abonnés, je vous ai déjà dit, il faut le bloquer. Il faut bloquer les RDL, il n'y a pas besoin de, voilà. Merci beaucoup, je l'ai bloqué moi-même, je n'ai pas besoin. Je continue. Celui qui est là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais M. Ouattara, il nomme ses oncles. Ses oncles sont nommés à des postes à responsabilité. M. Ouattara nomme sa nièce. M. Ouattara nomme son petit frère. Les numéros 2 du pouvoir. M. Ouattara, Alassane, il nomme ses copains, ses consanguins, ses petits amis. L'avion présidentiel est devenu maintenant le Woro pour la famille de la belle-mère, n'est-ce pas, d'État. Fantagbe, on vient chez sa famille ici en France, ils vont fêter fin d'année à Assili Mafia, aux frais du contribuable ivoirien. Alassane Ouattara a été une tromperie. Alassane Ouattara a été un gros mensonge. Alassane Ouattara a été une farce. Alassane Ouattara a été une duperie, une escroquerie. Alassane Ouattara a été une escroquerie, un économiste de pacotille. Alassane Ouattara a été une arnaque. Merci beaucoup, Never Give. Il a été une arnaque. Alassane Ouattara, il venait que pour s'enrichir. Mais chaque 3 semaines, il est en France. Alassane Ouattara, moi j'ai cru qu'il allait construire des hôpitaux. Lui-même, il est parti là-bas se coucher là-bas. Non. Mais chaque 3 semaines, demain, il vient en France. Alassane Ouattara, il a été le plus grand manipulateur que la Côte d'Ivoire ait connu. Alassane Ouattara a été le plus grand boulanger. L'histoire retiendra que M. Ouattara n'a jamais été vrai. Il a été un escroc politique. On continue. C'est que déjà, n'est-ce pas, 150 000, 2 mois d'avance, ça fait déjà 100 000, ça fait déjà 250 000, plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons dans une condition très difficile. Avec son salaire... Voici le jeune qui dit que lui n'allait pas s'en sortir avec un loyer de 50 000. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'un Ivoirien peut payer le loyer de 50 000 en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il existe même au fin fond d'Abobo des loyers de 50 000? C'est que c'est maison en bois. Maison en bois, oui, à 50 000. Mais lui, là, il était dans un studio propre. Mais Ouattara dit c'est trop cher. Vous serez propriétaire, mieux, 25 000 par mois, pendant 25 ans. On n'a jamais vu, ne serait-ce qu'un bout de papier. Ne serait-ce qu'une maquette seulement, une maquette. Maison sur papier là, pour rêver là, on n'a pas vu ça. Tellement qu'il a mis dedans, Vaouan. On écoute Ouattara lui-même. Après avoir réglé toutes ses charges, oui, il ne lui reste plus grand-chose. Oui. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens qui payent leur loyer, qui payent le courant, qui payent le saut de scie, qui payent il reste quoi? Il n'a absolument rien. Un pays, avec un budget de près de 18 000 milliards, les SMIC est qu'à 75 000 francs CFA, il y a un problème. Un pays où la baguette coûte cher, les kilos de riz coûtent cher, la viande coûte cher, les transports coûtent cher. Dans ce pays-là, le SMIC est à 75 000 francs CFA. Qui peut s'en sortir? Dites-moi de vous à moi. Est-ce qu'un Ivoirien peut vivre avec 75 000 francs CFA en Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Hein? Puisque Ouattara nous dit sous Gbagbo, c'était pas bon. Et lui, il était la solution. Quelle solution? Non, solution Kafri. Alassane Ouattara était le problème. Il a été le problème à tous les niveaux. Au niveau social, au niveau politique, il a été le problème. Et au niveau économique, il a été le problème. Parce que la preuve est là. Sur au pied du mur, quand on voit les vrais maçons, où est le bâtisseur Ouattara? Où est l'économiste Ouattara? Où est la solution Ouattara? Il n'y a pas de solution. Solution sont pas bien. Tu as raison mon frère. Il n'y a pas de solution ici. Il n'y a rien. Parce qu'il a calé Biel. C'était Vaouan.
c'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. Qui est gros. Qui est gros. On met les morceaux en même temps. Partagez, les gars. Voilà. Hein? Ce soir-là, c'est bon. Hein? C'est inspiration. C'est inspiration aux gens propres. On écoute ça. On écoute. La joie que tu ressens, cette joie-là va te conduire en 2017. Oui. Avec de bonnes nouvelles. On y va. C'est Dieu qui est fort. Ça, bah. Donc pour tous nos ennemis, on va leur dire ce soir que c'est le caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Bibi 17. Si. Bibi. Regarde, faut t'apporter, je vous sens pas. Oh. Est-ce que vous aimez le son du direct? C'est gâté. Inspiration, Eza Kitoko Makasi. Pompé, les gars, on danse longtemps. C'est son caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est son caleçon qui est gros. Souvent, on y va, c'est parti. Bing, bing. Voilà, inspiration, Eza Kitoko. On y va. Allez.